Bonjour à tous, c'est Simon, préparateur physique au Québec et entraîneur certifié par la clinique du coureur en prévention des blessures. Donc la semaine passée, on avait parlé d'arthrose au niveau des problèmes de genoux, comment on pouvait les appréhender, et aujourd'hui on va parler des tendinopathies. Donc qu'est-ce que c'est qu'une tendinopathie? Donc c'est un terme général qu'on utilise pour désigner un tendon blessé, une pathologie à un tendon. Donc ça peut se découper en deux sous-termes. Le premier, c'est la tendinite qu'on a l'habitude d'utiliser pour désigner toutes les tendinopathies. Donc la tendinite, c'est plutôt la blessure lors de la phase inflammatoire, lors des premiers jours. C'est la première partie de cette tendinopathie. Puis la deuxième phase, on l'appelle la tendinose. Donc c'est la blessure lors des phases plus avancées, quand ça persiste un petit peu dans le temps. Il y a toujours une douleur, mais ça persiste dans le temps. Et si pendant cette tendinose, on fait pas attention, on prend pas en charge, ça peut mener parfois à des ruptures au niveau des tendons. Souvent, c'est le tendon d'Achille, qui est le plus célèbre au niveau des ruptures. Donc la tendinopathie, comment elle survient? Souvent, ça va être à cause d'une surcharge au niveau du tendon. Donc soit une surcharge en tension, soit une surcharge en répétition. C'est très rarement à cause d'un traumatisme ou d'une chute ou de quelque chose comme ça. Donc on a trois facteurs généraux les plus fréquents qui peuvent amener une tendinopathie. Ça va être le premier, une mauvaise posture. Là, pendant le confinement, je suis allongé dans mon canapé avec mon cellulaire. J'ai toujours ma jambe droite posée sur ma jambe gauche, mon pied droit appuie sur mon pied gauche, et puis je vais sortir du confinement avec une petite irritation au niveau des tendons sur l'avant de ma cheville, sur mes pieds qui relèvent, mes tendons qui relèvent mon pied. Et puis je vais aussi avoir une tendinite au niveau du pouce parce que j'aurais passé du temps sur mon téléphone. Donc ça peut être deux raisons avec la mauvaise posture. Le deuxième point, ça peut être des mouvements répétés et non habituels. Là aussi, pendant le confinement, on passe du temps à la maison, on a moins de choses à faire, donc on va passer du temps à faire du bricolage, de la peinture, du jardinage, des choses qu'on faisait pas autant en quantité de manière habituelle. Et puis là, on en fait beaucoup, donc on va se retrouver avec une tendinite au niveau de l'épaule. J'ai fait beaucoup de jardinage, je me suis baissé, relevé, donc j'ai mal aux genoux, etc. Et la troisième raison qui est la plus fréquente, c'est pour les sportifs. Donc là, ça va être une mauvaise progression, une mauvaise quantification de mon entraînement et de mon dosage d'entraînement par rapport à mon activité. Donc je vais avoir fait trop et trop vite. Donc soit trop de quantité, soit trop de quantité trop vite, soit trop fort. J'ai joué au foot pendant 3 heures une après-midi, mais ça faisait 5 mois que j'avais rien fait, donc je peux avoir des problèmes au niveau de mes jambes, mes genoux à cause de ça. Donc là, on voit que l'effort demandé dans toutes ces situations dépasse la capacité des tendons à récupérer. Donc là, vous voyez où je veux en venir. Je vais revenir à ma première vidéo sur la quantification du stress mécanique. Là, la quantification a été mauvaise. J'ai fait beaucoup d'activités auxquelles j'étais pas habitué et je me retrouve avec une inflammation, une réponse inflammatoire de mon corps parce qu'il n'a pas pu s'adapter à la demande que je lui avais faite. Donc le traitement de choix dans les tendinopathies, que ce soit en prévention ou alors en gestion de la blessure, une fois qu'elle est là, ça va être la quantification du stress mécanique. Là, je vous renvoie à ma première vidéo pour un peu plus de détails. Donc, dans ce schéma-là, on va voir des points à court terme et puis des points à long terme que je vais vous expliquer. Donc à court terme, la première chose à faire, ça va être le repos. Ça peut être 1 ou 2 jours, peut-être un peu plus si c'est beaucoup plus grave, mais si c'est beaucoup plus grave, c'est que vous avez attendu un petit peu avant de prendre le taureau par les cornes et puis de faire attention à ce problème-là. Donc on va essayer de réduire les stresseurs et puis d'éviter les entraînements douloureux. Donc si mon activité me faisait mal, j'essaye de l'éviter pendant quelques temps, puis d'y revenir petit à petit. Donc par exemple, si je faisais des squats profonds, j'essayais de descendre bien bas, et puis quand je descends plus bas ou près de l'horizontale, je sens une douleur, et ben on va essayer de faire des choses avec une amplitude un petit peu plus restreinte. Là, on aura un problème d'amplitude et puis de tension au niveau du tendon. Le muscle va être trop étiré, le tendon aussi. Donc là, ça va être inflammant. On peut aussi essayer de réduire au niveau du volume. Peut-être que j'ai fait trop vite, comme je vous disais dans les causes. Et donc je vais essayer de diminuer mon volume. Je vais solliciter mes structures un petit peu moins dans un premier temps pour pouvoir progresser ensuite. Là, on va être sur un problème au niveau des répétitions.
On peut aussi diminuer la vitesse si je fais des sports comme le tennis, le badminton ou les choses comme ça, la course à pied, le foot, etc., où on va avoir des accélérations. On va demander beaucoup à nos tendons. Puis si ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça ou qu'on n'était pas bien préparé à l'activité, on peut avoir des problèmes aussi à ça. Et puis faire attention aussi au travail excentrique. Ça va être quand le muscle travaille plus comme un frein plutôt qu'un moteur. Par exemple, descendre des escaliers, on va avoir le muscle qui s'étire en même temps qu'il se contracte. Donc le muscle va retenir le corps pour descendre la marche et puis la suivante, etc. Donc ce travail excentrique-là, il est assez traumatisant, il est assez important pour les tendons. Donc dès qu'on a une inflammation au niveau du tendon, il va falloir faire attention sur ce mode de contraction-là. Le deuxième point, va être qu'on va pas ne plus être actif, mais on va essayer d'être actif sur une activité de transfert. L'idéal, quand on a un problème au genou ou l'appareil locomoteur, ça va être la natation. Évidemment, là, c'est plus délicat puisque les piscines sont fermées, mais on peut quand même travailler. Je peux travailler mes membres inférieurs en travaillant uniquement mes mollets, par exemple, en travaillant avec ma cheville. J'aurai pas de problème avec mon genou. Je peux aussi faire du renforcement au niveau de mes abdominaux ou alors du renforcement musculaire sur le haut du corps. Ça me permettra d'avoir une activité cardiovasculaire, de faire circuler mon sang, d'amener les bonnes choses, les bons éléments dans mes structures, faire circuler tout ça pour pouvoir reconstruire et puis solidifier mes structures. Donc ensuite, le troisième point, ça va être qu'on va essayer d'éviter le plus possible les anti-inflammatoires et puis la glace. Parce que ça va enlever le signal de la douleur, mais votre corps va plus savoir vraiment s'il est inflammé ou pas. Donc on va dire l'inflammation, vous avez le petit feu dans le genou qui est là, il y a de la fumée qui se dégage, c'est la douleur. Donc l'anti-inflammatoire et la glace va enlever la fumée, mais ça n'aura pas enlevé le feu que vous avez dans votre genou. Donc on enlève le signal d'alarme, mais le problème est toujours là. Je vais vous expliquer dans les deux petits points à la suite qu'on peut avoir d'autres solutions. Donc en fait, les anti-inflammatoires et la glace vont nuire au processus de guérison, puis le ralentir, voire le rendre un petit peu incomplet. Donc dans les autres solutions qui existent pour éviter la douleur, on va avoir les bandages ou on va dire une genouillère compressive. Donc ça va vous permettre de limiter un petit peu le signal de la douleur ou même d'interférer complètement, puis de plus le sentir pendant que vous faites votre activité. Alors peut-être que ça ne sera pas la même intensité d'activité, mais ça vous rendra fonctionnel sans douleur, alors que si vous n'aviez pas ce bandage compressif ou cette genouillère, vous alliez avoir une douleur en faisant telle activité. Par exemple, je peux m'accroupir avec ma genouillère, mais si j'ai pas ma genouillère, je sens que j'ai mal et puis je suis obligé d'arrêter. Donc ça va être intéressant. Si une fois que vous enlevez votre bandage ou votre genouillère, vos fonctions classiques, habituelles, la marche, etc., ne provoquent pas de douleur. Et puis dans l'heure qui suit, voire dans les 24 heures suivantes, vous n'avez pas de douleur supplémentaire par rapport à la normale. Vous avez une douleur seulement quand vous faites certains mouvements. Le cinquième point, ça va être commencer à faire des exercices de renforcement qui seront isométriques. Donc pas de mouvement, comme Aline vous l'avait présenté, par exemple avec l'exercice de l'écrase-serviette, on peut vous remettre les vidéos. On va renforcer pour les genoux nos quadriceps, pour qu'ils soient plus solides et puis qui déchargent un petit peu le tendon si musculairement on est apte. Donc ça, c'est aussi intéressant dans la suppression de la douleur parce que il y a une étude de 2015 du Rio et Cook qui a prouvé que avec 5 répétitions d'une durée de 45 secondes sur un exercice isométrique, donc le muscle ne bouge pas, ça va être l'exercice de l'écrase-serviette d'Aline. Vous maintenez la contraction pendant 45 secondes à une échelle de 70%, donc 7 sur 10 au niveau de l'intensité de la contraction volontaire. Et ça peut diminuer ou avoir un effet analgésique, donc pas de douleur, pendant 45 minutes. Donc ça peut être intéressant. J'ai ma douleur qui se développe, je fais mes exercices de renforcement, juste ces 5 petites répétitions, 45 secondes chacune, et puis après je vais bénéficier d'un temps sans douleur à partir de là. Donc en même temps d'avoir renforcé mon quadriceps qui va permettre de solidifier mes structures, j'aurai stressé un petit peu mes structures, donc elles vont pouvoir s'adapter, et en plus je bénéficie d'un effet analgésique, et cette fois-ci ça ne sera pas négatif comme peuvent l'être les anti-inflammatoires ou la glace. Donc là c'est tout ce qu'on va utiliser, ces 5 points-là à court terme. Une fois qu'on aura dépassé ça, à moyen terme et à long terme, on va continuer à quantifier son stress mécanique sur nos structures.
Donc on va très progressivement augmenter à la fois mon amplitude, mon volume de travail, mes intensités de travail et puis la vitesse aussi de travail. Petit à petit, on va progresser dans ces 4 variables-là, toujours en quantifiant. Ça me provoque de la douleur, je vais me mettre un petit peu en dessous. Et si tout va bien, quelques jours à ce niveau-là, je peux aller un petit peu plus loin, soit en vitesse, soit en amplitude, soit en tension, soit en volume. Et puis, le deuxième point, ça va être qu'on va progresser aussi dans les exercices de renforcement. On était des exercices à court terme en isométrique, pas de modification de longueur du muscle. On va aller sur des exercices dynamiques où on va être en mouvement, puis après des exercices fonctionnels comme je vous l'avais présenté dans la vidéo 3. Vous pouvez aller faire un petit tour sur cette vidéo si vous voulez un rappel au niveau de cette progression. Donc là, on quantifiera notre stress mécanique, puis on essaiera de progresser en fonction de ce qu'on est capable de faire. Et puis une fois qu'on aura adapté nos structures à un certain palier, on pourra aller chercher le palier suivant, etc., etc. Dans les 4 variables, amplitude, tension, volume de travail, donc nombre de répétitions, et puis vitesse de travail également. Donc voilà. Je vous conseille d'aller revoir les exercices d'Aline sur toutes ces vidéos pour vous donner des petites idées de travail à la maison. N'hésitez pas à commenter, à liker le groupe Bouge tes genoux et puis on se fera un plaisir de vous répondre. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à bientôt.